Bonsoir Dominique Baudis. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le défenseur des droits et vous venez de remettre, il y a un instant même à l'Élysée, le rapport annuel de l'institution au président de la République. Et c'est une institution qui est très jeune, elle a 1 an et cela fait 1 an que vous exercez cette fonction. Je vais vous demander un peu comment vous jugez l'état de la France, l'état des droits des citoyens aujourd'hui en France. Mais je me souviens que ça avait suscité beaucoup de polémiques qu'il y a 1 an, comme ça regroupait le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la Commission nationale de la déontologie et de la sécurité, la haute autorité contre les discriminations. Eh bien, tout le monde avait dit « Ah, ça suffit pas, on peut pas tout mettre tous ses œufs dans un seul panier, on peut pas tout confier à une seule personne ou une seule institution. » Alors, ça marche mieux, ça marche moins bien? Ça marche mieux. Ça marche mieux parce que chacune des 4 missions est clairement identifiée. Il n'y a pas de confusion générale dans une espèce de grand fourre-tout de la médiation. Il y a adjoints, collèges et équipes de collaborateurs sur chaque thématique, défense des enfants, lutte contre les discriminations, déontologie de la sécurité. Les citoyens y gagnent en termes d'accès aux droits. Pourquoi? Parce qu'auparavant, pour saisir certaines des institutions, il fallait passer par un député ou par un sénateur. Le médiateur, il fallait passer par un député. La commission de déontologie de la sécurité, il fallait passer par un parlementaire. Aujourd'hui, toute personne, y compris des mineurs, peut saisir le défenseur des droits. Évidemment, on peut vous écrire, c'est une démarche gratuite. On peut écrire, on peut me saisir par le site internet où il y a la possibilité de saisir une demande, une requête, une réclamation. Nous avons 450 personnes à travers toute la France, métropole ou outre-mer, qui reçoivent les personnes, qui reçoivent leurs dossiers, qui les conseillent, qui les aident. Donc c'est un accès au droit plus facile et plus simple. Et donc les gens sont venus, vous avez reçu autant de réclamations, les gens ont compris ce nouveau dispositif. Voilà, il y avait 91 000 réclamations en 2010. En 2011, il y a eu 89 000 ou 90 000 réclamations, qui est une toute petite diminution, c'est d'ailleurs logique, parce qu'il n'y a plus de personnes qui s'adressent à 2 ou 3 institutions à la fois. Prenez l'exemple d'une famille dont le fils souffre de handicap, se déplace en fauteuil. Difficulté pour inscrire ce jeune dans un établissement scolaire. La famille pouvait faire appel au médiateur de la République. Elle pouvait faire appel à la HALD. L'enfant est handicapé, donc discriminé dans ce cas. Elle pouvait faire appel au défenseur des enfants. Elle pouvait saisir 3 institutions qui allaient instruire le dossier chacune de leur côté. C'est pas une solution simple. Maintenant, il y a une porte d'entrée unique. La famille apporte un dossier comme celui-là. Et après, nous voyons entre nous s'il vaut mieux utiliser les outils de la défense des enfants, ceux de la lutte contre les discriminations, ou tout simplement un processus de médiation. Sur la lutte contre, justement, sur le défenseur des enfants, c'est un des titres et une des situations qui a donné lieu au plus de polémiques et d'inquiétudes. Les enfants peuvent vraiment aller vers vous, parce que c'est ce qui inquiétait les anciens défenseurs des enfants, Dominique Versigny ou Claire Brisset. Elle disait seulement les parents ou les associations. Les enfants aussi peuvent venir vers vous. Bien sûr. Les mineurs peuvent venir vers vous. 10% des réclamations que nous avons reçues au titre de la défense des enfants venaient d'enfants de 12-13 ans ou de 15-16 ans. 10% des réclamations venaient d'enfants. Par ailleurs, le total des réclamations que nous avons reçues sur la défense des enfants est en augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Donc quand on passe du système défenseur des enfants autonome, indépendant des autres institutions, au système du défenseur des droits chargé de la défense des enfants, on a 20% d'augmentation des réclamations. Et quand on dit dossier, réclamation, derrière, il y a des situations humaines qui sont parfois tragiques. Alors, justement, d'abord, premièrement, en un mot, vous avez rencontré François Hollande, vous lui avez remis ce rapport. Quel commentaire a-t-il fait? Qu'est-ce qui l'inquiète? Sur quoi avez-vous échangé? Je lui ai d'abord présenté l'institution, je lui ai indiqué où nous étions dans l'opération de construction d'une institution nouvelle, qui regroupe d'ailleurs les équipes qui travaillaient dans les 4 institutions précédentes. Je lui ai parlé des dossiers qui me paraissent actuellement les plus sensibles, en particulier la présence de mineurs dans des centres de rétention administratifs. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ça.
il importerait maintenant de donner des instructions aux préfectures pour qu'on ne place plus les enfants derrière les barreaux. Des mineurs immigrés en clandestin éventuel. Ce sont des familles, voilà. Ce sont des familles qui vont être reconduites à la frontière, qui vont repartir dans leur pays d'origine ou dans le pays de l'Union européenne par lequel ils sont entrés dans l'espace Schengen. Et en attendant l'avion, ces familles sont placées dans un centre de rétention administrative avec leurs enfants. Et placer des enfants derrière des barreaux, alors qu'ils n'ont commis aucun délit. On n'a rien à reprocher à ces enfants. Leur famille n'est pas dans une situation administrative qui convient. D'accord, ils vont repartir dans leur pays. Pourquoi mettre pendant 2 jours ou 3 jours les enfants derrière les barreaux? Il y a eu encore des cas ces derniers temps. Vous êtes allé vers Manuel Valls pour lui faire remarquer, le ministre de l'Intérieur. Je l'avais dit à plusieurs... Si vous voulez, la France a été condamnée au mois de janvier dernier par la Cour européenne des droits de l'homme. À partir du moment où la France a été condamnée, systématiquement, à chaque fois que la présence d'enfants m'était signalée, nous nous rendions sur place pour constater si effectivement il y avait des enfants. De quel âge, constater il y a encore la des situation. cas aujourd'hui. Et j'obtenais toujours que dans la journée, les enfants ressortent. Mais faire 300 km à une famille, les placer dans un centre de rétention administrative, les faire sortir 6 heures plus tard parce qu'il y a eu l'intervention du défenseur des droits, ça fait beaucoup d'allées et venues, d'énervement, de stress pour les enfants. C'est inutile. On peut trouver des solutions alternatives qui permettent à la famille d'attendre, de reprendre l'avion 2 jours. Est-ce que le nouveau gouvernement l'a fait? Parce que c'était un de ses engagements. Oui. Est-ce que depuis qu'il est arrivé, il y a encore des enfants dans des centres de rétention administrative? Alors, j'ai dû faire face à une dizaine ou une douzaine de cas depuis 1 mois et demi. Je crois, j'espère en tout cas, qu'il va être mis fin très rapidement à cette situation. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux autorités, au gouvernement de le dire. Mais j'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour notre pays de ne pas se mettre en position d'être une nouvelle fois condamné par la Cour européenne. Mais est-ce que le président Hollande, que vous avez vu tout à l'heure, vous a donné des assurances sur cette question? Mais ça, je ne suis pas le porte-parole du président de la République. J'ai constaté qu'il avait écouté très attentivement, il connaît la question, il avait pris des positions sur ce sujet pendant la campagne électorale présidentielle. Et je ne doute pas que dans les jours ou les semaines qui viennent, en tout cas avant la fin de la session parlementaire, il y aura des instructions données dans ce sens. Je l'espère en tout cas. Et il n'y aura plus aucun mineur dans un centre de rétention administrative? Je l'espère. Il y a un autre sujet qui concerne le défenseur des droits, c'est ce qu'on appelle les contrôles au faciès. Vous avez eu des plaintes, des réclamations sur ces questions-là? Alors on a eu beaucoup de réclamations, enfin beaucoup de démarches de la part d'associations. Amnesty International, Human Rights Watch, Open Society et d'autres associations qui effectivement disent qu'il y a des contrôles ciblés sur les jeunes issus de l'immigration. Donc il faut mettre en place un dispositif d'encadrement, en quelque sorte, des contrôles d'identité. Des associations sont venues nous parler de ce projet à la fin de l'année dernière. Et donc, sans prendre position sur le fond, j'ai engagé un travail d'étude et de réflexion et d'observation de ce qui se passe dans d'autres pays où des dispositifs semblables ont été mis en place. En Espagne, dans une ville, en Espagne, en Angleterre, à Montréal. Et donc on parle de ce fameux récépissé, c'est-à-dire que lorsqu'un policier contrôle un jeune, il lui donne une sorte de reçu pour qu'il ne le contrôle pas systématiquement sans raison. Mais ça bloque, hein. Manuel Valls en a parlé, les syndicats de policiers sont inquiets. Et aujourd'hui, Manuel Valls dit au moins pas de tutoiement et une manière d'approcher les gens qu'on contrôle respectueuse. Mais par contre, sur le récépissé ou le fameux reçu, ça a l'air de bloquer ou ça a l'air de reculer. Quel est votre sentiment là-dessus ? Écoutez, de toute façon, c'est un sujet qui appartient au gouvernement. Le défenseur des droits peut examiner ce qui s'est passé dans d'autres pays, entendre les associations, entendre les syndicats de police, dont certains ont demandé à venir me rencontrer, entendre des experts, des sociologues, faire la liste de tous les problèmes à arbitrer. Parce que quand on dit on donne un récépissé, ça paraît facile. Mais bon, le récépissé, c'est ce qu'on va donner à la personne contrôlée. Est-ce qu'il y a un talon? Est-ce qu'il y a une souche? Est-ce qu'on met des indications sur cette souche? L'identité, par exemple, de la personne contrôlée. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Est-ce qu'on fait une saisie informatique? Auquel cas, on va avoir des listes. On va avoir des fichiers. Ça fait des fichiers.
quelle sera la position de la CNIL au regard de la loi informatique et la Commission liberté. nationale Voilà. informatique et liberté. Donc, voilà, il y a toute une série de sujets qui méritent d'être étudiés de très près. Mais on peut améliorer la situation en France. On peut transposer ce type d'expérience avec les aménagements nécessaires, parce que voilà, on n'est pas dans le même contexte juridique en Grande-Bretagne ou en France. En Grande-Bretagne, vous pouvez faire des listes en indiquant l'appartenance religieuse ou ethnique des personnes, pas en France. Bon. Donc on ne peut pas transposer totalement les expériences. On peut les étudier, on peut regarder ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Donc j'ai engagé ce travail depuis le mois de février dernier, de ma propre initiative, parce qu'il y avait eu des demandes d'associations, et je voulais explorer la question. Et j'aurai terminé ce travail à l'automne, au mois d'octobre prochain. Et donc ce rapport sera publié, et après les autorités, les pouvoirs publics en feront l'usage qu'ils entendront faire. Alors évidemment, le domaine s'étend au handicap, s'étend aux discriminations, s'étend, vous avez parlé des procès-verbaux, par exemple, pour les voitures, les automobilistes qui se plaignent d'être harcelés parce qu'ils reçoivent toujours des PV alors qu'ils ont vendu leur voiture. Bon, le handicap, c'est aussi, on l'a dit... Oui, le handicap. 20% des réclamations que nous recevons sont liées à des discriminations en raison du handicap. C'est une personne handicapée, par exemple, qui ne peut pas, on lui refuse la location d'un logement parce que dans ses ressources, elle a la location adulte handicapé. Et ça ne suffit pas, c'est pas assez. Et un opérateur immobilier avait dit, mais non, ce n'est pas saisissable, donc il n'y a pas de garantie pour le propriétaire, donc on ne vous loue pas l'appartement. On peut comprendre que l'agence immobilière souhaite avoir des garanties, mais on ne peut pas imaginer un dispositif qui exclut, de fait, les personnes handicapées du logement locatif. Et puis il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas saisissables. Une pension alimentaire n'est pas saisissable. Donc ça fait partie des grands dossiers. Une pension alimentaire, on va lui dire, on ne vous loue pas d'appartement. Et voilà, si vous voulez, les discriminations se nichent parfois dans des détails comme cela. Et notre rôle, à chaque fois, les identifier et faire sauter ces verrous. Là, par exemple, sur le cabinet immobilier qui refusait de louer, on l'a mis en demeure de mettre fin à ces pratiques. Ils ont donné des instructions à toutes leurs agences en leur disant on accepte la location adulte handicapé comme une garantie de ressources. À l'issue de cette année où vous avez étudié tant de demandes, tant de réclamations et tant de questions, quel diagnostic vous dressez de la France, de l'état de ses droits? Est-ce que vous dites qu'on est bien placé, qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir? On est dans une société qui est menacée de déshumanisation. C'est-à-dire que les personnes, quand elles sont dans la difficulté, ont de plus en plus de mal à trouver en face d'elles un interlocuteur qui leur parle, qui les écoute, qui les regarde dans les yeux, qui les aide à se sortir de leurs difficultés. Les personnes se trouvent à se débattre avec des plateformes téléphoniques, taper dièse, taper 1, taper 2, taper étoile. On les renvoie sur des sites internet. Bon, sans tenir compte du fait qu'il y a environ un tiers de la population qui n'a pas un usage facile d'Internet, en particulier les aînés, les seniors. Ils n'ont pas grandi avec Internet et ils ont parfois du mal. Et parfois on a l'impression qu'un citoyen qui se promène pas en toute liberté sur le net se trouve laissé au bord du chemin. Donc il faut créer des voies d'accès aux droits ouvertes à tous, gratuites évidemment, doté de moyens d'action efficaces et avec une présence humaine. D'où l'importance des 450 délégués du Défenseur des droits qui reçoivent les personnes sur 650 points d'accueil, métropole et outre-mer. Ce ne sont pas des bureaux, ce sont des personnes qui vont d'un endroit à l'autre, d'une mairie annexe à une maison de la justice et du droit, à un centre départemental d'accès au droit, qui font des permanences une demi-journée ou une journée par semaine, qui reçoivent les personnes et qui règlent à peu près 70% des difficultés qui leur sont soumises. Toute dernière question. Vous avez remis ce rapport à François Hollande. On se souvient que ce poste, il a été créé par Nicolas Sarkozy. Comment par François la majorité Hollande... parlementaire. Et la majorité parlementaire. Comment une réforme constitutionnelle. François Hollande l'a-t-il avalisé complètement? A-t-il dit qu'elle était bonne finalement? Vous lui posez la question. Non, mais votre sentiment. Mais mon sentiment, c'est que pendant les 50 minutes de notre entretien, on a parlé de ce dont nous venons de parler, les gens du voyage, les enfants mineurs dans des centres de rétention administratifs. Donc pour lui, les c'est un acquis. discriminations contre les personnes handicapées. À aucun moment, le principe de l'institution n'a été remis en cause.
Merci beaucoup Dominique Baudis d'être venu sur le plateau de BFM TV. Donc le défenseur des droits, son premier rapport annuel. Merci, restez avec nous dans un instant. On revient sur ce séminaire gouvernemental sur le collectif budgétaire avec nos deux débatteurs, Jean-François Kahn et Alain Madelin. A tout de suite.